Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Negroni. C'est mieux comme ça? Je suis Emmanuel Negroni, architecte designer, et ça fait maintenant une vingtaine d'années que je développe l'architecture sensorielle pour les établissements de soins, notamment avec en point d'orgue l'autisme, qui est quand même une des choses les plus complexes qui soit. Je suis associé avec mon frère, Frédéric, et tous les deux, lui est architecte, moi je suis designer, plus de formation. Et donc, voilà, on essaye de développer et d'apporter un peu notre pierre à cet édifice qui est énorme et on n'en est qu'au début. L'architecture sensorielle, c'est vraiment quelque chose de très récent. C'est quelque chose qui est en train d'émerger. Et en fait, c'est la base. C'est la base de tout. C'est-à-dire toute thérapie qui peut s'appliquer dans un établissement de soins. Si vous n'avez pas une bonne base, un terreau, qui est donc l'environnement, ça ne peut pas fonctionner. Et jusqu'à présent, je dis bien jusqu'à présent, même encore aujourd'hui, vous avez à peu près 95% des établissements qui sont inadaptés, c'est-à-dire qui ne sont pas faits pour les gens qu'ils vont recevoir. Et ça, c'est dramatique parce que ça gâche le travail des équipes qui sont derrière. Donc, constat actuel. Deux réalités bloquantes. Il faut savoir que pourquoi ça fonctionne mal. Ce n'est pas parce que vous avez des incompétents en face, c'est simplement parce que la façon dont sont faits les appels d'offres vous mène automatiquement à un résultat qui ne peut pas fonctionner. Je vais m'expliquer. Dans 100% des appels d'offres qui sortent en France, puisque moi je ne fais que ça, donc je les connais par cœur, 100% des appels d'offres qui sortent en France, vous avez 3 pôles. Le premier pôle, c'est le personnel encadrant. Le second pôle, c'est la logistique et la distribution. Et le troisième pôle, c'est les personnes avec autisme ou troubles ou déficience intellectuelle. Enfin, c'est donc les personnes qui sont à l'intérieur. Donc quand vous avez un cahier des charges et que vous devez faire un projet, ben vous devez répondre de cette façon-là. Si vous n'y répondez pas, ben, ça ne passe pas. Voilà. Et c'est pour ça que les établissements sont défectueux. C'est parce qu'en fait, si on raisonne de cette façon-là, on va accentuer les troubles du comportement. Nous, ce qu'on propose, de façon beaucoup plus simple, c'est que tout doit tourner autour des personnes qui vont être à l'intérieur. C'est la base. Ensuite, ce sont les encadrants qui viennent en second. Et enfin, c'est la logistique. Ça, beaucoup de gens m'ont dit, mais oui, mais ça c'est évident, c'est comme ça. Et pourtant, sur des projets d'architecture, notamment des concours, notamment dernièrement, encore un gros concours à Lyon, Vinatier, quand j'ai proposé ça, on m'a répondu, ah non monsieur, ça je ne peux pas l'entendre, moi c'est mon personnel qui prime. Ce que la personne n'avait pas intégré, c'est que si vous faites fonctionner un bâtiment tout autour des personnes avec autisme, eh ben vous allez donc apaiser, vous allez créer un environnement apaisant et le personnel encadrant aura moins de travail. Bon. Donc, c'est une première chose. C'est-à-dire que les cahiers des charges sont faits par des AMO, et en plus ils se repassent tous le bébé, parce qu'ils ne connaissent pas le sujet. Donc on retrouve toujours, sans arrêt, les mêmes typologies, et donc ça mène à l'échec. Voilà. Autre constat actuel, c'est les typologies des bâtiments. On vous demande toujours de créer un lieu d'intimité, la chambre, et puis après, un réfectoire, un salon TV, et entre, un couloir. Est-ce que vous avez, vous, envie de vivre comme ça? Non. Une personne hypersensible, une personne avec une sensorialité exacerbée, entre le moment de sa totale intimité et l'espace public, qui est donc le réfectoire ou la salle de télé, ça va être une souffrance pour elle. C'est-à-dire qu'on lui impose un couloir, un boyau, et après, elle doit affronter les autres. Et ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est la typologie des bâtiments actuels, sont quasiment tous faits comme ça,
et ça ne peut pas fonctionner. Il faut des graduations, parce que quelqu'un d'hypersensible va avoir besoin de s'approprier le parcours et ensuite affronter les autres. Et donc, ça crée des stress, des tensions, et à partir de là, un quart d'heure, 20 minutes plus tard, une demi-heure plus tard, une crise plastique se déclare, on ne sait pas pourquoi, et en fait, très souvent, c'est lié à l'environnement. Voilà. Alors que finalement, dans une typologie qui pourrait fonctionner, et qui fonctionne dans certains cas, on en parlera plus tard, eh bien, vous avez la chambre, vous avez le restaurant, et puis, entre les deux, on essaye d'éviter le côté anxiogène des couloirs, parce que le couloir, c'est une direction, c'est quelque chose qu'on vous impose. Et ensuite, on va créer plein de petits sas tout autour qui vont permettre à la personne de progresser jusqu'à le fait d'affronter les autres. Et ça a pour but d'abaisser les tensions. Donc, on peut créer des alcôves, des espaces d'apaisement, des vigies d'observation, c'est quelque chose qu'on a développé aussi au sein de nos études, des petits salons, la marche en avant, qui était quelque chose aussi qu'on a développé, j'en parlerai tout à l'heure, les petits coins télé. Et toutes ces zones-là vont permettre à la personne de progresser. Donc ça, c'était la première chose qui est très importante, qu'il fallait que je parle. Donc, il fallait que j'en parle parce que sans ça, les choses ne pourront jamais avancer, ne pourront jamais évoluer. Alors, effectivement, il y a des beaux bâtiments qui sortent de terre, mais dans le fonctionnement, c'est souvent un échec. Qu'est-ce que le ressenti? Donc le ressenti, perception volumique, capteur sensoriel, impression inconsciente. Ça nous concerne tous. On est tous... pardon. On est tous, on a tous besoin de ça, de ces trois éléments. Les phénomènes de perception volumique sont subtils. On se sent bien dans un environnement agréable, cela nous plaît, c'est léger, lumineux, ouvert, pacifiant, ou le contraire, le décor nous déplaît. C'est lourd, écrasant, agressif. Car pour l'être humain, c'est l'impression souvent inconsciente qu'il se fait de l'enveloppe volumétrique et qui est la plus importante et non de la réalité objective. D'où proviennent donc ces impressions aussi nettes? Pourquoi en nous se produit cet état? Et comment rendre cette impression ressentie sans instrument autre que la parole pour exprimer ses émotions, aimer, plaire, déplaire, lourd, léger. Les raisons de cet état sont provoquées par des paramètres que sont les volumes, les couleurs, les matières qui composent, habillent et colorent nos espaces clos. L'ensemble de ces composantes architecturales envoie des signaux stimuli à nos différents capteurs sensoriels. Ces signaux invisibles, mais bien réels, vont provoquer naturellement une expression de langage corporel et aussi, d'une façon inconsciente, des comportements spontanés. Un individu va être confronté, donc, au ressenti visuel, au fonctionnement spatial, à la lumière naturelle et artificielle, aux odeurs, très important et très difficile à gérer dans un établissement de soins, les matières, les couleurs, l'acoustique, les flux et les autres, très important aussi. Faculté chez l'homme de percevoir les diverses impressions que provoque sur lui le milieu extérieur. Depuis longtemps, les stimulations sensorielles sont considérées comme des vecteurs d'amélioration de la santé des personnes déficientes mentales et comme des moyens de communication permettant d'entrer en contact avec elles. Elles ont été exploitées pour améliorer les déficiences profondes. L'environnement dans lequel les personnes polyhandicapées vivent est agressif et chaotique. La multitude de sollicitations auxquelles la vie en collectivité les soumet et leur complexité la rend difficile, voire impossible à intégrer. Ce mode relationnel archaïque est pris en tant que moyen des 4 principes de la philosophie, la sécurisation, la réduction des tensions, la motivation à l'action et la réalisation de l'être. Principes que l'on ne cherche pas à atteindre, mais qui restent une ligne de conduite. Tant que la personne ne se sent pas suffisamment sécurisée, contenue dans son intériorité, il lui sera difficile ou impossible de s'ouvrir au monde. D'autant plus que nous avons affaire à des personnes qui ont déjà des difficultés liées à des traumatismes d'être dans le lien. Donc, on va voir ici quelques principes que nous avons développés au cours de toutes ces années au travers de l'architecture sensorielle.
Donc, la première chose. Alors là, je vais vous citer à peu près ce qu'on développe dans chaque projet, et après, on verra très schématiquement des choses beaucoup plus simples, mais parce que je n'ai pas le temps de pouvoir tout développer. Donc, la typologie spécifique à l'autisme, c'est très important. C'est-à-dire qu'une typologie de bâtiment ne doit pas être la même qu'une typologie d'un espace de bureau ou d'une école. Ça doit être vraiment pensé de façon assez spécifique. Notamment, je prends un exemple. Dans un bâtiment de soins, vous avez donc 3 pôles. Vous avez l'espace de vie pour eux, vous avez les bureaux, les encadrants avec toutes les thérapies proposées, et puis après, vous avez le côté fonctionnel. Souvent, tout ça, c'est un peu mélangé. Pourquoi on le mélange? Pour un côté de praticité. Mais pour eux, ça ne leur convient pas. Pourquoi ça ne leur convient pas? Parce que, par exemple, très souvent, on a le bureau du médecin qui va donner sur l'espace de vie. Le bureau du médecin, pour certains, c'est une punition. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'y aller. Et quand je dis une punition, c'est-à-dire que ça va être un ressenti, une souffrance pour eux. Et de l'avoir toujours sous les yeux de leur espace de vie, eh ben, forcément, on crée des tensions internes, sans s'en rendre compte. Donc, il faut arriver à séparer ces 3 pôles. À la limite, que ces 3 pôles n'entrent pas du tout en interaction. Et ça, c'est très difficile. Parce que déjà, tout à l'heure, je disais supprimer les couloirs. Ensuite, avoir les 3 pôles qui ne rentrent pas en interaction. Donc forcément, ça demande beaucoup de travail et beaucoup d'études sur les implantations de projets. Mais voilà, la typologie doit être vraiment spécifique aux gens qui sont à l'intérieur. Suppression des couloirs anxiogènes, ce que je viens de dire. Déambulation circulaire, ça c'est une évidence. Quand vous devez déambuler, si vous êtes arrêté par un obstacle et vous devez revenir en arrière, c'est pas bon. Il y a un côté hospitalier, il y a un côté carcéral, et ça, il faut l'éviter. Voilà. Des vigies d'observation, effectivement, toujours la possibilité d'être, quand on est avec les autres, de pouvoir s'isoler, d'observer et de regarder et de ne pas subir les tensions des autres. Des bulles de musicothérapie, c'est la même chose que les vigies d'observation, mais sauf qu'on peut y mettre de la musique. Un mobilier spécifique, directement adapté à l'autisme, souvent enveloppant. Des rétrécissements volumétriques et variabilité des hauteurs sous plafond. Effectivement, on dit ah mais non, mais là il faut que ce soit pas trop haut, là il faut que ce soit plutôt bas, enfin bon, voilà. Mais le problème c'est qu'on est face à des personnes qui sont tous différents. Et donc un établissement de soins, eh bien, il doit avoir ces variabilités. Et vous verrez qu'automatiquement, il y en a qui vont se mettre dans les zones avec des hauteurs basses, il y en a qui vont rechercher plutôt de la hauteur, il y en a qui vont rechercher la lumière. Enfin voilà. Et donc ça, il faut que le bâtiment puisse s'adapter et proposer tout ça. Séparation des zones, lieux de vie, administratifs, thérapeutiques et logistiques, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ça, c'est indispensable. Et souvent, dans les cahiers des charges qu'on nous donne, eh ben, il faut mettre tout ça ensemble. Puis après, quand vous rendez votre copie, ben, on vous dit « Ah ben non, mais monsieur, vous n'avez pas respecté ce que vous avez fait. » Ben oui, mais ça ne fonctionne pas, votre truc. « Ah oui, mais non, mais c'est comme ça. » Bon. Alors, ensuite, les zones de repli, ça aussi, partout dans les établissements, il faut des zones de repli, c'est-à-dire qu'on ne doit pas imposer la présence des autres. À un moment donné, certains vont avoir plus de tensions qui vont monter et vont tout de suite qui peuvent se replier de façon naturelle. Ça, c'est important. Des lignes de fuite visuelle. La ligne de fuite visuelle, c'est là aussi, on n'en parle pas et pourtant c'est très important. C'est un peu le b.a.-ba. Quand vous êtes stressé et que vous êtes au bord de la mer, automatiquement, votre regard va chercher l'horizon. Eh bien, ça doit être pareil dans un bâtiment. C'est-à-dire qu'il faut des percées. Il faut des percées pour que, dès qu'un stress monte, la personne puisse s'évader avec le regard. Ça, c'est un truc on est tous confrontés à ça, et jamais on le demande. Jamais on va le demander dans un cahier des charges pour un bâtiment spécifique à l'autisme. Allez-y, je vous en prie. Non, on ne vous en prie pas. Allez-y, continuez. Ah bon. La surveillance, très importante. Parce qu'il faut pouvoir les surveiller, il ne faut pas qu'ils se sentent surveillés. Donc, voir sans être vu, ça c'est un point important, donc ça fait partie d'un.
d'un élément à résoudre à chaque fois. L'acoustique, mais ça, on en a déjà beaucoup parlé. On commence à en parler plutôt. Effectivement, le bruit de transmission, de poissonnement et tout ça, c'est des choses qui sont très, très importantes. La luminothérapie. La luminothérapie, nous, on l'a expérimenté dans un bâtiment qui se trouve en France. C'est très intéressant parce que ça donne des repères spatio-temporels et surtout, ça joue sur l'humeur. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi développer. La lumière naturelle, horizontale et zénithale, ça, c'est aussi important. Toujours avoir une lumière constante, naturelle et constante. Ne pas avoir des zones de pénombre, parce qu'une zone de pénombre est une zone... Ou alors, il faut l'amener doucement, parce qu'une zone de pénombre, c'est quelque chose qui peut créer un obstacle pour la personne qui va y aller. La gestion de la proxémie, ils n'ont pas la même proxémie que nous, c'est-à-dire qu'eux, ils vont pouvoir se tenir à peut-être 40 cm, mais peut-être à 1 mètre de vous. Donc ça change tout finalement. Et ça, on ne le demande jamais. On calcule les mètres carrés dans les réfectoires, dans les zones d'apaisement, au minimum. Alors que pour eux, la proxémie, c'est super important. Ben, ça ne fonctionne pas. Donc ils sont trop dans un petit espace. Et alors quand on leur dit « Ah ouais, non, mais on va faire un peu plus... » « Ah ouais, mais ça coûte trop cher. » Ben ouais, mais c'est ça. Il faut en passer. Il faut passer par là. J'en étais où ? L'avant-dernier, gestion des crises, la marche en avance, je vous en parlerai tout à l'heure, si j'ai le temps. Et ensuite, les jardins thérapeutiques, c'est tout l'environnement extérieur qu'il ne faut pas oublier et qui est très important. Le rapport avec la nature, avec les animaux est très important. Alors, ça, ce sont des petits schémas. Je vais essayer de passer assez vite pour... il me reste combien de temps ? Oh putain. Alors, bon, ça c'est en fait, je schématise un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'environnement autour d'un bâtiment. Il y a juste une petite chose, c'est qu'en fait, le patio qui est indiqué, ben, en fait, on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, les patios. Et simplement, il y a un oubli, il faut marquer qu'il ne faut pas le faire, parce que les patios génèrent de l'écho, et très vite, on s'aperçoit qu'ils n'y vont pas. Et il faut mieux créer des ouvertures sur l'extérieur. Donc les circulations, bah, ça ce sont tous les éléments que je vous ai expliqués tout à l'heure. Je vais accélérer, je suis désolé. Degré d'intimité, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le ressenti volumétrique, donc voilà, avec les différents ressentis en fonction du volume qu'il y a autour. Les nuisances sonores, la ligne de fuite. L'éclairage, toujours indirect, jamais direct. Dans 80% d'établissements, on voit des choses comme ça au plafond. Ça les fait fuir. C'est vraiment... voilà. La gestion de la lumière naturelle. Luminothérapie aussi, qui est quelque chose de très important. Et la couleur. Alors la couleur, c'est un sujet important aussi. On peut la mettre, mais sous certaines conditions. Et il ne faut jamais que ce soit agressif. Voilà. De la théorie à la pratique, le concept de l'éveil du scarabée. C'est un bâtiment on a mis 7 ans à le mettre au point, c'est-à-dire qu'on est parti d'une feuille blanche avec le maître d'ouvrage. Il faut savoir que quelque chose comme ça, je ne pouvais pas le faire tout seul. Je l'ai fait avec donc, le directeur de l'établissement, M. Jean-Pierre Sanchi. Et sans cette osmose entre nous deux, on n'aurait jamais pu aller jusqu'au bout. On a mis 7 ans pour mettre au point ce bâtiment, où tous les grands principes de l'architecture sensorielle enfin, c'est la base. Maintenant, ça a évolué, mais c'est la base. Et c'est en région centre, dans le Loiret. Je vous surveille. Non, continuez. Je parle à madame. Et donc voilà, donc on est dans un lieu. On est dans un lieu où tout est basé sur la possibilité de pouvoir ne pas rester avec les autres. Donc, c'est-à-dire qu'aucun couloir, des grands espaces, mais avec plein de zones de recoins pour que les gens puissent se
s'isoler, alors que tout est ensemble. C'est-à-dire qu'on a la cafétéria, le restaurant, le bar, la salle de télé. Alors on a travaillé énormément l'acoustique, hein. Il n'y a pas du tout de gêne. Et on est sous une espèce de dôme protecteur, c'est pour ça qu'il s'appelle l'éveil du scarabée. Et donc à partir de là, chacun trouve sa place. Vous avez des zones basses, vous avez des zones avec grande hauteur. Toute la voûte prend les lumières qu'on lui demande. Je ne sais pas si on a une photo, voilà. Et elle va indiquer, par exemple, pour les non-verbaux, que le midi, il faut aller déjeuner. Le matin, on peut mettre des couleurs dynamiques. Et le soir, on met des couleurs apaisantes. Bien sûr, c'est composable à l'infini. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Un mobilier spécifiquement adapté, donc avec des inclinaisons. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ça sert beaucoup. Des inclinaisons qui sont spécifiques à l'état de la personne. Quelqu'un qui a envie d'être protégé va prendre celui le plus incurvé. Quelqu'un qui a envie de communiquer va être plus allongé. Enfin voilà, ils ont tous des particularités. Et maintenant, 5 années après son ouverture. Donc, la chose qui a été constatée par le personnel, c'est que les personnes qui sont à l'intérieur, ils les connaissaient déjà depuis une dizaine d'années. Et au bout de 2 ans, ils ont commencé à constater qu'il y avait une baisse dans les crises. Une baisse très importante, qu'il y avait un mieux-être qui s'était installé. Et ça, ils s'en sont maintenant convaincus, c'est l'environnement qui a apporté ça. Voilà. Pour la petite histoire, au tout début, quand on a ouvert le bâtiment, tout le personnel était opposé. Tout le monde, sauf le directeur. Bon. Maintenant, c'est eux qui font la pub du bâtiment. Et ils en sont ravis. Il aura fallu 7 années pour concevoir et mener à bien ce projet, là où généralement 2 années suffisent. Sa réussite est le fruit d'une synergie parfaite entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, permettant de concrétiser cette vision unique. À notre connaissance, il n'existe pas encore en France de réalisation comparable où les sens se traduisent de manière aussi intégrée au travers de l'architecture. Ce projet a été conçu comme un véritable outil au service de la vie qui doit s'y développer, une structure où l'architecture elle-même devient thérapeutique. Bien que ce concept soit pionnier, les progrès restent à faire et à continuer à évoluer et à améliorer cette approche innovante. Pour cela, il est essentiel de poursuivre cette aventure et de lui donner une suite tangible. Toutefois, il est regrettable de constater qu'à ce jour, aucun ministre du handicap des 3 dernières présidences n'a pris la peine de se déplacer pour découvrir cette réalisation. Petite précision, il y a une délégation qui est venue spécialement d'Australie, de Canberra City, pour venir voir le bâtiment. Eux, ils ont traversé donc la Terre pour venir voir le bâtiment. Il y a 150 km entre Paris et la région centre. Personne n'est venu le voir. Je parle des ministres du handicap. C'est à croire que, je ne sais pas, ça les touche pas. Nous sommes convaincus que l'environnement de vie et l'adaptation des sens peuvent et doivent jouer un rôle, même modeste, dans la thérapie des personnes avec autisme. Leur hypersensibilité, confirmée par la littérature, les pratiques cliniques, attestent de l'impact positif de ce type de cadre de vie que peut avoir sur leur bien-être. Pardon. Les évolutions du concept. Voilà un projet dernièrement qu'on a développé où tous les grands principes de l'éveil du scarabée ont été repris, avec en plus un travail sur l'environnement extérieur, très cocooning, parce qu'il y avait des nuisances autour, un terrain de foot, des choses comme ça. Donc on a vraiment travaillé toutes les zones arborées. Et vous voyez très nettement que ce qui est en bleu, c'est leur univers. Ce qui est en violet, c'est l'univers médical. Et l'univers technique est en beige. Et donc, on sépare les zones. Ça fait qu'ils sont chez eux. Ils ne sont pas là pour être observés ou pour être... ils sont chez eux et c'est à nous de nous adapter à eux. Voilà. Donc ça fonctionne. Pas de couloir,
aucun couloir. Les couloirs sont réservés au corps médical. Donc voilà le bâtiment. Donc on voit très nettement une zone qui est la zone, qui est cette zone-là qui leur est dédiée. Donc c'est tout leur espace. Et tout cet espace-là, c'est la zone thérapeutique. Voilà. Donc ils sont dans l'environnement. Avec aussi une chambre qui a été complètement étudiée, et un mobilier complètement étudié pour les personnes avec autisme. L'espace sensoriel, donc ça c'est tous les points que l'on développe dans un espace comme un bâtiment comme celui-ci. Les pièges à son, plein de pièges à son partout pour éviter l'écho. S'isoler et observer. S'isoler et protéger, et être protégé. S'isoler et être enfermé, sans être enfermé, pardon, oula. S'isoler sans être enfermé. Des projecteurs à LED indirects pour créer de la luminothérapie. Des guirlandes LED aussi indirectes, voilà, un accès vers le jardin et un accès vers le jardin contemplatif. Donc là, je passe ces deux images pour en venir à la marche en avant. Alors la marche en avant, c'est quelque chose que l'on développe pour éviter l'enfermement. C'est-à-dire que par l'architecture, on propose d'abord, quand le bâtiment fonctionne, d'avoir des zones de repli naturelles, qui est donc ici. Ce que vous voyez en rouge, ce sont donc des petites zones de repli naturelles où la personne peut s'isoler dès qu'elle sent une montée de stress. En deuxième partie, vous pouvez cloisonner, c'est-à-dire fermer des espaces pour isoler la personne, pour éviter qu'elle transmette son stress aux autres. Cet espace peut se réduire encore une nouvelle fois, toujours dans une espèce de convivialité, puisque c'est leur espace de vie, et qui enfin vous amène, dans la dernière possibilité, à un isolement, si vraiment la personne est en crise plastique et on ne peut pas faire autrement. Mais cette graduation, comme les poupées russes, si vous voulez, vous permet d'éviter au maximum l'enfermement en cas de crise. Et surtout d'isoler la personne pour pas qu'elle transmette ses angoisses aux autres. Dernière, je vais quand même en parler un peu, l'habitat inclusif. Donc ça, c'est un projet expérimental qu'on a fait en Suisse, à Genève, où on est parti d'un appartement classique. Voilà. Et cet appartement classique, même qui n'avait rien de particulier, ne convenait pas du tout à 2 personnes, surtout que c'était avec des pathologies assez lourdes, avec 2 personnes avec autisme. Donc il a fallu tout le reprendre. Vous voyez, un appartement classique, on avait des lumières artificielles non adaptées, des couleurs anxiogènes, enfin bon, manque de respiration volumétrique, des matériaux réfléchissants, trop de cloisonnement. Et ça, c'est ce qu'on retrouve partout. Donc à partir de là, on avait 160 mètres carrés et il fallait reprendre ça en déclinant les principes de l'éveil du scarabée. Donc voilà le résultat, où là, on a carrément ouvert complètement, on a supprimé tous les couloirs, il n'y a plus de couloirs. On a créé des zones de thérapeutiques et des zones de vie commune, et aussi une zone de surveillance que vous pouvez voir ici, très discrète, c'est-à-dire que la personne peut les laisser vivre, mais elle peut être là pour les surveiller. Donc vous voyez, ici le salon, la cuisine, un boudoir ici pour pouvoir s'isoler, une chambre, un espace thérapeutique ici et une deuxième chambre. Et une grande terrasse complètement aménagée. Voilà. Donc les déclinaisons du concept, ça peut s'adapter à plein de types d'établissements, les maisons de retraite, les centres collectifs, l'habitat inclusif, les unités d'Alzheimer, et simplement, il faut juste l'adapter en fonction des personnes que l'on a. Voilà, j'ai fait... Voilà, c'est terminé. Si vous voulez en savoir un peu plus sur... il y a 2 liens qui sont en partie basse. On ne montre pas tout, parce que malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Ça nous est arrivé, notamment nos amis les Belges, qui ont fait un bâtiment similaire, sans faire appel à nous, alors qu'ils sont venus le voir et tout ça. Donc voilà, on devient un peu parano avec le temps, ce qui est dommage.
Et on ne peut pas tout montrer, mais vous pouvez déjà voir les différentes choses que l'on a fait. Merci beaucoup. Un grand merci.